Martin, Antoine, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une montre emblématique des années 70, puisque c'est la Nautilus. Toi Martin, tu as commencé à en acheter une il y a 7-8 ans, tu m'as dit? Oui, exactement. Donc une montre qui est arrivée assez rapidement, il y a une dizaine d'années dans ma collection. On peut considérer que c'est un peu la Rolls ou la Ferrari de la montre quand même, Patek Philippe. Ça a été ma porte d'entrée dans l'univers de Genta, qui est donc le designer de cette montre. La Royal Oak, c'est l'origine, c'est la source, c'est la référence un peu absolue. Et c'est intéressant de voir qu'une marque aussi incroyable et emblématique que Patek, sur ce coup-là, a, j'ai envie de dire, un petit peu emboîté le pas. Je dis les choses un peu vulgairement. Exactement ce qui s'est passé. Patek est venu chercher Genta et lui a dit « vous nous faites une Royal Oak Patek ». Non mais carrément. Ah ouais, non mais carrément. Ils l'ont dit carrément. Tout en sachant qu'en 76, ça n'a pas été un succès démoniaque non plus, la Nautilus. Non, mais au même titre que la Royal Oak avait mis du temps un certain temps à démarrer. Et Audemars, au début, a un petit peu ramé. Et puis tout d'un coup, il y a eu un engouement, fin des années 70, début des années 80. Et c'est à ce moment-là que Patek aussi a commencé à vraiment débiter la Nautilus. C'est vrai que ce qui fait la grande spécificité de la Nautilus, c'est bien sûr une approche octogonale arrondie. Ouais. C'est encore finalement en fait la Royal Oak était presque précurseur des années 80 finalement, ouais. À travers un truc très tranché. Celle-ci, elle est totalement dans son temps, je trouve, en 76 à sa naissance. Et bon, après, moi, ce que j'ai envie de dire tout de suite, parce que c'est quand même, voilà, c'est qu'on parle quand même donc d'une montre qui va fêter ses 40 ans, qui, comme sa cousine, la Royal Oak, a très peu évolué, encore moins même, j'ai envie de dire, chez Patek, ils ont encore plus respecté le design d'origine et tout d'origine, le cadran. Donc l'ouverture est un peu plus grande aujourd'hui sur les oui, il y a une série de différences, mais c'est vrai qu'il y a moins de différence entre une 5711 et une 3700 qu'entre une 5402 Audemars et une 15300 ou 15400 aujourd'hui. Pour moi, la grande différence, c'est que Patek n'a pas vulgarisé sa Nautilus. Moi, c'est le premier truc pour lequel j'adore cette montre, c'est que, voilà, et pour tous les collectionneurs, c'est super fort d'avoir un truc comme ça. C'est une montre qui ne bouge pas sur 40 ans et qui, finalement, qu'on a autant de plaisir à porter aujourd'hui qu'il y a 40 ans. Alors, il y a un point sur lequel ça bouge, et là, c'est indéniable, c'est que, en termes d'investissement, aujourd'hui, alors moi, j'ai retrouvé un papier avec une personne qui avait écrit à la main en 78 avec le petit catalogue, et en 78, la 3700, donc la première Nautilus, valait 12 500 francs en boutique. Je crois que Martin t'a acheté la tienne c'est-à-dire en valeur euro, on va dire 2000 euros. 2000 euros, grosso modo. Toi, tu l'as acheté la tienne il y a 7-8 ans. J'ai acheté la mienne donc il y a un peu plus, donc à peu près, on va dire un peu moins de 10 ans, et je l'avais payé 15 000 euros, je pense. D'accord. Et aujourd'hui, Antoine, ça vaut? Ça vaut minimum 35-40 000 euros pour un exemplaire normal. Ouais. Et dès qu'on ajoute des papiers, un beau service, un cadran spécial, une montre très peu polie, voire jamais polie, là, 45, 50, 55, et ça ne fait que monter. Ça, c'est le principe de toutes les montres. Voilà. Quand on a vraiment une montre dans un état d'origine impeccable, etc., il n'y a plus vraiment de limite. L'exception, il n'y a jamais de prix. Ouais, alors, ce qui est toujours sympa, c'est de se dire combien ça vaut neuf. Parce que combien ça vaut neuf, je pose la question, combien vaut l'exemplaire actuel Alors, l'exemplaire actuel vaut environ 25 000 euros. Voilà. Donc, la remplaçante, la 5711. Et donc, il y a une j'ai envie de dire, pour un tout petit peu plus que le prix du neuf, voilà, donc ça, on prend la vieille dame et qui marche évidemment impeccablement. Voilà. C'est toujours le raisonnement qu'on soutient aussi, c'est que quand on peut avoir la vraie d'époque quasiment pour le prix du modèle de la réédition, il est très conseillable d'acheter la vraie d'époque. Si on pouvait acheter aujourd'hui une Ferrari, pour faire une analogie, une Ferrari 275 au prix du modèle d'aujourd'hui, on serait très heureux. Ouais. C'est pas le cas. Même chose pour les vieilles Aston, etc. Donc je trouve que dans les montres, quand effectivement il y a un petit différentiel, ça vaut vraiment la peine, outre le plaisir d'avoir la vraie d'époque, en termes d'investissement, ça se justifie complètement. Là, je vais dire beaucoup de bien de Patek.
Patek, c'est les meilleurs à ma connaissance pour ce qui est de la traçabilité des archives, de tout. Et ça, c'est extraordinaire évidemment pour, j'ai envie de dire, le collectionneur le client, lambda. simplement. Moi, c'est vrai que c'est un truc qui m'a au début énormément attiré parce que ça rassure vachement. Bien sûr. D'aller Place Vendôme avec un extrait des archives. Et d'avoir l'extrait des archives, de même éventuellement savoir qui l'a acheté. De savoir il est sorti. Comment ça s'est passé. Et ça là-dessus, je dois dire que je donne un énorme coup de chapeau à Patek parce que c'est... Et d'assumer aussi le service après-vente de manière quasi éternelle. Alors, pour info, le service après-vente, alors je l'ai avec moi le mouvement, c'est pas celui de la Patek, mais c'est celui d'une Audemars 5402, donc c'est une base 21-20, qui est le même, qui est un mouvement qui a été manufacturé par Gérard Lecoultre à la fin des années 60, 67 je crois. Et donc c'est aujourd'hui encore le mouvement le plus plat au monde avec le rotor central. Et ce qu'il faut savoir, c'est que donc elle a équipé bien évidemment la 5402 et la 3700 en 76. Donc c'est quasiment le même mouvement à 99%. Mais ça coûte 2 fois plus cher de le faire réviser chez Audemars que chez Patek. Patek, c'est plus pour rendre service au client, pour entretenir la tradition. Et Audemars, c'est presque un business à part entière où c'est le prix de la révision sur une 3700 et sur une 5402, on passe presque du simple au double. C'est du simple au double, ça c'est vrai. Antoine, tu peux nous parler un peu de l'évolution des Patek de la Nautilus en fait, parce qu'il y a eu une chronologie assez complexe qui a commencé en 76. Voilà, donc ça commence en 76. On va parler un peu de la chronologie des chiffres de production parce que c'est ça aussi qui influence grandement les valeurs. Donc c'est quand même une montre assez rare. Ça commence en 76. Comme les gens le savent sans doute, il y a un modèle avec le bracelet large qui est la première génération, ensuite un modèle avec un bracelet plus étroit. Les deux ensemble pour les modèles acier, on parle d'environ 4800 exemplaires, ce qui est vraiment pas beaucoup. Ensuite, il y a les modèles hors acier. Là, il y en a encore moins, il y en a environ 900. Tous les modèles hors jaune confondus, en ce compris les cadrans avec les diamants, on parle de 1500 pièces. Les modèles en or blanc, on parle de 65 pièces. Et puis, il y avait une platine. Apparemment, il n'y en a eu qu'une, et ça a été confirmé en vente aux enchères il y a 2 ans. Et cette montre s'est vendue, de mémoire, je crois, 783 000 francs suisses. Donc, une véritable petite fortune. Et c'est la seule pour les anciennes. Ensuite, quelques dates clés. En 1980, Patek introduit la 3800, qui est vraiment la sœur jumelle, mais en taille médium, qui fait environ 37-38 mm. Il y a aussi les modèles femmes qui ont été sortis par Patek, parce que c'est une montre, vu que le design, comme tu disais, est plus doux, un peu plus sophistiqué, un peu plus féminin, c'est une montre qui va très très bien aux femmes, et donc ils ont adapté les gabarits, ils ont fait plusieurs tailles. Ça, à partir des années 80 également. 98, ils sortent après donc 8 ans d'absence, une autre jumbo qui est la 3710 avec la réserve de marche. Et puis 2005, prototype 3712 avec la phase de lune, la date, etc., la réserve de marche, qui se vend, qui s'écoule très très vite, très très bien. Un an. Voilà, mais très petite production. Et ensuite, 2006, 30 ans de la Nautilus, et là, Patek sort vraiment l'artillerie lourde. L'artillerie lourde, c'est une campagne napoléonienne, j'ai envie de dire, et on sort 5, 6, 7 modèles. Maintenant, je pense qu'il y a 10 modèles de Nautilus, des chronos, des phases de lune, des calendriers annuels, des ors acier, des ors, des modèles sur cuir. Je rebondis aussi sur ce qu'on disait par rapport à l'héritage de Genta et le fait qu'elle est déclinée. Jusqu'où peut-on décliner ce modèle sans nuire finalement au concept originel? Il faut savoir que Genta, j'étais à la fondation Genta et j'ai vu les planches, les dessins d'époque qu'on va montrer dans la vidéo. Et à l'époque, il avait déjà dessiné une Nautilus sur bracelet cuir. Donc à l'époque, encore en 76. Et cette Nautilus sur cuir n'est sortie qu'en 2006, donc 30 ans plus tard. Et alors en termes d'investissement, le 3712 aujourd'hui, c'est un peu la reine de ce qu'il faut acheter aujourd'hui. C'est très compliqué. Mais la 3712, elle a beaucoup monté en 3-4 ans. C'est des montres qui se négociaient autour de 28-30 000 euros. Et aujourd'hui, on est à 40 000 euros, donc c'est quand même 30%. Elle a commencé à combien? Et elle coûtait, il y a 10 ans, 15 000 euros. On voit quand même que même le prix du neuf, en 10 ans, a plus ou moins doublé. Et fatalement, le prix du neuf a un impact sur le prix des occasions récentes pour les 5712, voire les 3712, qui sont, on va dire, des young timers, mais a aussi un impact sur le prix du vintage, puisqu'il y a toujours ces vases communicants entre les deux. D'accord. Voilà. Après, il y a plein de très très bons achats. Acheter une 3712, c'est un très très bon achat de par la faible production.
Acheter aujourd'hui une Nautilus neuve, c'est sans doute un très très bon achat aussi parce qu'on voit que c'est l'occasion se vend aussi cher que celle du neuf vu la pénurie et les délais d'attente. En fait, c'est très difficile de se planter en achetant une Nautilus. Ce qui est compliqué, c'est que c'est un gros budget déjà pour entrer dans le monde de la collection. On est déjà dans des valeurs assez hautes. Voilà. Le problème, c'est le budget, mais le choix, finalement, elles sont toutes bonnes à acheter. Ma préférée, évidemment, c'est la première série parce que c'est la plus pure de toutes. Voilà. Le problème aujourd'hui, c'est pas vraiment de l'acheter, c'est de la trouver parce que aussi bien le modèle vintage que le modèle récent, quand tu vas chez Patek et que tu leur demandes une 5711, ils te disent qu'il y a 3 ans d'attente, une 5712, pareil. C'est très donc la problématique aujourd'hui, c'est presque une Nautilus, ça se mérite. Alors pour rester dans la partie collectionneur, pas par rapport à toi Antoine, je vous ai ramené un truc qui est assez marrant. Enfin moi j'ai eu un coup de cœur pour cet objet qui défraie la chronique en ce moment. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'Epsi. Non, pas du tout. Alors ça, c'est l'objet presque indispensable pour chaque collectionneur. Et vous allez voir pourquoi. En fait, c'est un petit appareil, c'est ce qu'on appelle un watchscope. Donc c'est comme un stéthoscope pour les médecins. Oui, et sauf que... c'est connecté à un iPhone. Voilà, exactement. Donc tu charges une application iPhone, tu as un petit onglet. Et en fait, parce que justement, je me demandais s'il allait y avoir des cadeaux à un moment. Puis le cadeau est arrivé. Justement, alors en plus, figure-toi que celle-là, c'est l'Epsi qui me l'a envoyé pour toi. Ah. Je leur ai prévenu, ils m'ont dit... C'est pas très sympa, c'est trop sympa. Et tu vas voir que c'est assez addictif parce que du coup, tu vas passer... tu vas passer... Alors, du coup, je vais passer des heures de week-end. Alors tu le mettras pas sur l'oreille, en revanche... mes montres, non, mais tu vas voir, sachant que tu es un peu un nerd, en fait, tu branches ton iPhone directement avec ce jack et avec ce watchscope. Ça a l'air très drôle en tout cas. Tu poses la montre dessus. Et en l'espace de 30 secondes, tu connais la santé de ta montre. C'est pas vrai. Donc tu sais si elle a besoin d'une révision, l'amplitude, etc. Et alors ça fait un carton. Aux États-Unis, ils en vendent des palettes. Grégory, j'avais un peu anticipé le cadeau, mais je te remercie. Voilà. Du cœur. Antoine, tu en auras un aussi. Juste que je recommande parce que du coup... Moi, je fais ça encore avec le stéthoscope. Voilà, exactement. Antoine, c'est le docteur, il fait ça avec le stéthoscope. Super. Bon, merci à vous deux. Merci Greg.